Monique Jérôme-Forger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à une entrevue pour la gouvernance au féminin. Alors Monique, tu es un important symbole de l'avancement de la femme, tant par tes accomplissements personnels tout à fait exceptionnels que par l'énergie que tu mets à aider les autres femmes dans leur avancement de carrière. Diplômée en histoire et en économie, tu détiens également un doctorat en psychologie. Seule élue québécoise à avoir occupé simultanément les fonctions de présidente du Conseil du Trésor et de ministre des Finances, tu as mené une importante carrière en politique. En outre, tu as été vice-rectrice de l'Université Concordia, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et du Bien-être à Ottawa, présidente directrice générale de la Commission de la Santé et Sécurité du Travail et présidente de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Reconnue pour ton intégrité et ton courage, tu déclares « En politique, il faut être plus catholique que le pape et plus blanc que Blanche-Neige ». Aujourd'hui, conseillère spéciale chez Osler, tu sièges sur plusieurs conseils d'administration, dont la Banque du Canada, et tu présides le conseil du Musée McCord. Il y a quelques jours, tu lançais ton autobiographie écrite par Brigitte Pilote. J'ai eu le bonheur d'assister à ce lancement et pendant le discours de remerciement, tu as mis beaucoup d'emphase sur ton mari, Claude Forget, et toute l'aide qu'il t'a apportée pendant ton cheminement. Claude a lui aussi eu une carrière assez importante, ayant été ministre plusieurs fois, et vous avez réussi ensemble à élever deux merveilleux enfants. Aujourd'hui, quel conseil aurais-tu à donner aux femmes qui sont en train d'élever des familles et en même temps d'avancer leur carrière et qui sont trop souvent assaillies par des questions de culpabilité quand elles ont des décisions importantes à prendre, parfois risquées, au sujet de leur carrière? Alors, le but de ce livre, Caroline, c'était précisément de m'adresser aux jeunes femmes et de leur dire justement de prendre des risques, de laisser la culpabilité ailleurs. Parce que nous, je dis toujours qu'on a le gène de la culpabilité. Non seulement on se sent coupable, on dirait qu'on est avec la culpabilité. Et d'ailleurs, dans le livre, je raconte une histoire très amusante. Quand ma fille, qui a quelques 5-6 ans, arrive avec un petit tablier cousu par une voisine et elle me montre ça. Alors moi qui ne sais pas coudre, je m'en vais acheter un patron simplicité, du tissu. Je sors une machine à coudre que je ne sais pas utiliser, mais j'apprends comment l'utiliser. Et durant la nuit, je couds une robe à Élise, qu'elle a portée d'ailleurs plusieurs fois avec grand plaisir. Alors tout ça pour dire qu'il va falloir que les femmes soient audacieuses, qu'elles prennent des risques. Sans risque, on n'a rien dans la vie. Il faut foncer et surtout ne pas vous sentir coupable. Parce que nous, vous savez, tu sais, Caroline, on se donne. Les hommes à leurs enfants, ils donnent. Alors moi, je dis, essayez de donner plutôt que de vous donner seulement, parce que, sincèrement, c'est là que le bas blesse. Et les hommes ont également un rôle à jouer dans cette structure familiale. Je pense que les jeunes femmes sont de plus en plus inclines à compter sur leur conjoint pour un coup de main que nous l'avons été ou nos mères. Bien, c'est clair qu'il y a des pères. S'il y a des mères, il y a des pères. Il y a des pères de famille. Et les pères de famille, ils veulent être impliqués très souvent. Et je dis aux femmes, vous gérez la PME familiale et vous la gérez trop. Laissez-le faire, même s'il le fait moins bien que vous, ce qui est ordinairement le cas, Forcément. Mais laissez-le faire. Et surtout, taisez-vous si ce n'est pas fait comme vous le faites vous-même. Alors, je dis aux femmes, impliquez votre conjoint, faites appel à lui, et il va être très heureux de s'impliquer dans la famille et d'aider les enfants. Donc, il faut laisser de côté Madame Parfaite de temps en temps. Madame Parfaite et surtout Madame Contrôlante. Madame Contrôlante aussi. Alors, voilà un peu une caractéristique de nous, les femmes. Tout à fait. Alors, Monique, dans ton autobiographie, évidemment, tu parles de ton parcours, mais tu dénonces pour la première fois une agression sexuelle que tu as subie à l'époque où tu étais présidente de la Commission de la Santé et Sécurité au Travail. C'était dans la fin des années 80. Si l'une de tes jeunes protégées venait te voir aujourd'hui pour te relater un fait similaire, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Alors, c'est très amusant que tu me poses cette question ce matin parce que comme les gens ont lu que j'avais été agressée, il faut dire que moi, ça a été une bataille avec un homme qui était corpulent.
Alors, donc, je n'ai pas senti une agression sexuelle vraiment, en ce sens que c'était une bataille physique pour qu'il me laisse. Mais il n'en demeure pas moins que c'était une agression sexuelle. J'ai eu une jeune femme qui, aujourd'hui, m'a dit moi, j'étais agressée et j'étais agressée par un membre de la famille. Et elle pleurait dans son cas parce que je pense que ça avait été très loin dans son cas. Et qu'est-ce que je lui ai donné comme, d'abord, probablement dénoncé, et également, et là, je vais peut-être être critiquée, Caroline, tournez la page. Tournez la page. Il ne faut pas que vous soyez pris de ça comme étant un drame de votre vie. Tournez la page, allez vers autre chose. C'était un événement. Tous les hommes ne sont pas des agresseurs sexuels, hein, soyons clairs, c'est une très, très faible minorité. Et par conséquent, vivez votre vie pleinement. Donc, tu mentionnais, Monique, qu'en effet, cet incident ne t'avait pas traumatisé outre mesure. Je pense que tu as un niveau de résilience qui t'a permis effectivement de tourner la page et de passer par-dessus ça. Tout le monde se souvient de toi comme étant la dame de fer. On a parlé évidemment de Madame Sacoche, etc. Mais la dame de fer que tu étais une femme de décision, une femme très affirmée. Et aujourd'hui, on sait qu'un des obstacles que les femmes rencontrent dans leur carrière, c'est ce manque de confiance, ce manque d'audace et de courage. Qu'est-ce que tu penses que les femmes devraient faire pour surmonter tout ça et en fait tout simplement se retrouver à armes égales avec les hommes à ce niveau-là? Bon, je pense que nous, les femmes, très souvent, on a été éduquées, dans le fond, pour être plus douces, accommodantes, généreuses, aidantes. Et dans la vie professionnelle, comme tu le sais, parce que tu vis une vie professionnelle très importante, il faut parfois prendre des risques. Il faut être audacieuse. Alors moi, je pense qu'il faut que les femmes qui tout à coup ont des doutes se rappellent de ça. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, j'espère que les femmes vont le lire. Pas simplement pour le vendre, mais je veux qu'elles sentent le témoignage que je leur laisse, que c'est bien d'être audacieuse, que c'est bien d'aller de l'avant, mais c'est normal d'avoir des craintes. Rappelle-toi Sheryl Sandberg, Madame Facebook, qui arrive un jour à la maison et elle est très heureuse d'avoir eu ce poste, n'est-ce pas, à Facebook. Elle raconte à son mari le salaire qu'elle a accepté. Que lui dit son mari? « Mais tu ne vas pas accepter ce salaire-là. Tu ne vas pas accepter ça, Sheryl. » Et elle le raconte dans son livre, que même elle, qu'une femme qui a bien réussi, a senti le besoin d'être fière et c'est son mari qui lui a recommandé d'aller de l'avant et de demander davantage. Et d'ailleurs, c'est très amusant ça, parce qu'il y a eu un panel avec Christine Lagarde, n'est-ce pas, qui est la numéro 1 du Fonds monétaire international, qui racontait candidement combien elle se prépare quand elle a un exposé, combien elle veut que tout soit parfait, combien est-ce qu'elle a fait ses devoirs et ses leçons parfaitement, alors que souvent les hommes vont profiter d'une occasion, sauter dans le bain et nager, et nager. Et d'ailleurs, je dis toujours maintenant aux femmes, attention, nous avons toutes et tous un parachute dans le dos. Il peut nous arriver quelque chose. Moi, j'ai été remerciée d'un poste. Je suis retombée sur mes pieds. Pourquoi? On a un parachute dans le dos. On repart, on recommence. C'est ça. Il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance dans la vie. Il faut relever des défis. Il faut, finalement, sans être agressive, mais sentir qu'il y a une opportunité, je prends cette opportunité. Moi, j'étais dans une position, Caroline, où j'offrais des postes à des femmes qui me disaient « Ah, Madame la Présidente, je ne suis pas prête. » Je disais « Oui, tu es prête, je le sais que tu es prête. » Alors, on a tendance, nous, quand on n'a pas 100% de toutes les qualités, à ne pas postuler. Je dis aux femmes, si vous en avez 30% des qualités, postulez pour les postes. Tout à fait. Et puis, vous trouverez bien le moyen d'être à la hauteur. D'être à la hauteur, de corriger, de faire des apprentissages, d'aller vous perfectionner, etc. Il y aura des moments pour se perfectionner. Et dans le fond, on se sous-estime dans presque tous les cas. On se sous-estime, presque toujours. Et finalement, c'est la seule façon vraiment de se développer. C'est d'accepter un poste où on n'a pas toutes les compétences, mais
qui va nous pousser à apprendre plus, à se développer, à faire des choses qu'on n'a jamais fait avant et qui vont devenir nos nouvelles compétences. Absolument. C'est qu'il faut faire un travail pour être capable de faire ce travail-là, et généralement, on ne l'a pas fait. Donc, on a un potentiel d'apprentissage, on a des exemples autour de nous de gens qu'on voit faire, qu'on voit aller, et là, on fait notre apprentissage. Alors moi, je dis aux femmes, prenez des risques, sautez, allez dans la baignoire, vous allez très bien nager. En ce qui concerne la négociation salariale, moi, l'anecdote que je partage souvent avec des femmes qui se sentent un petit peu trop mercantiles et qui n'ont pas envie de parler d'argent ou d'exiger leur dû, c'est de regarder l'écart salarial lorsqu'on demande une augmentation et quand on ne la demande pas, c'est à peu près, on dit 7 %. Donc, une femme qui gagne 100 000 versus l'homme qui gagne 100 000, il demande l'augmentation, il gagne 107 000, elle est toujours à 100 000. La femme a l'impression que ce n'est pas dramatique. Mais moi, je leur demande de faire l'exercice sur 35 ans, une carrière de 35 ans, et de ne pas penser en dollars, mais en nombre d'années. C'est-à-dire que l'homme serait prêt à prendre sa retraite 8 ans plus tôt. Et souvent, c'est ce qui va faire tilter les femmes plus que le côté vraiment signe de dollars et argent. C'est de se dire, pourquoi lui, 8 ans plus tôt, va pouvoir s'arrêter? On a fait exactement le même travail pendant toute notre carrière. Alors ça, c'est... Caroline, dès que finalement, on n'a pas le salaire qu'on mérite, on le traîne toute sa vie. Cet écart nous suit. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis encore, aimez l'argent, mesdames. Parce qu'il ne faut pas seulement aimer son travail, il faut se faire reconnaître pour ses qualités, pour son potentiel, pour ce qu'on accomplit. Et je pense que c'est important de parler d'argent. En 2012, ton livre « Les femmes au secours de l'économie pour en finir avec le plafond de verre », tu déclarais dans ce livre que de se priver des femmes dans les hautes sphères du pouvoir était une erreur, un gaspillage de talent et que notre économie avait tout intérêt à s'adapter à ces femmes-là. Tu invites d'ailleurs les patrons à lire ton livre parce qu'on sait très bien que ce sont eux les preneurs de décision qui vont pouvoir faire des changements profonds. La preuve n'est plus à faire. On le sait que la présence des femmes dans les organes décisionnels des entreprises a un réel impact économique sur leur performance financière. Alors, comment tu expliques que malgré tout, en 2015, on en est encore à peine 5 % de femmes PDG des entreprises du FP500, 15,9 % de femmes sur les conseils d'administration et 40 % de ces conseils qui n'ont même pas une femme sur leur conseil, alors qu'on sait l'importance de l'impact des femmes sur la performance financière? Bien, c'est clair que la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est pas parce que les hommes sont méchants, c'est parce qu'ils vont vers les gens qu'ils connaissent. C'est la raison pour laquelle j'encourage les femmes, moi, à jouer au golf, par exemple. On me taquine beaucoup avec ça. Je dis, écoutez, apprenez à jouer au golf, puis assurez-vous d'être bonne. Allez choisir le meilleur professeur, assurez-vous d'être excellente au golf, parce que souvent, c'est là où se prennent des décisions importantes. C'est là où les gens se retrouvent. Les hommes se retrouvent beaucoup au golf. Je dis ça un peu en blaguant, mais à peine, à peine. Alors moi, j'estime que c'est très important, justement, d'être dans les bons circuits. Je pense que, justement, la gouvernance au féminin est un exemple remarquable d'une démarche qui est faite pour amener les femmes à se faire connaître, à se faire reconnaître et à, dans le fond, être impliquées avec des gens susceptibles de leur donner des postes, des promotions, etc. Alors, je pense que le travail qui est fait avec la gouvernance au féminin, et c'est un travail que j'admire totalement. Caroline, tu as fait un travail remarquable. Je te félicite parce Merci. Que c'est une occasion rêvée pour les femmes. Merci beaucoup, Monique. Le 31 décembre dernier, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a apporté des modifications à certaines réglementations en ce qui a trait à la divulgation d'informations relatives au nombre de femmes sur les conseils d'administration et sur les comités exécutifs. On appelle ça se conformer ou s'expliquer. Ça a été inspiré par le fameux « Comply or Explain » de l'Ontario. Alors, l'objectif de ces mesures de l'AMF étant d'améliorer la représentation des femmes dans les organes décisionnels des entreprises, est-ce que tu penses qu'on va voir un impact réel et mesurable, concret, rapide, ou est-ce que tu continues à penser que les quotas devraient être de mise au Canada?
Bon, moi, je ne vais pas reculer. Caroline, malheureusement, je suis toujours pour les quotas. Je suis pour les quotas parce que c'est ce qu'on a fait en France. Et la France, elle a plus de 25 de femmes sur les conseils d'administration maintenant. Ils étaient plus bas qu'au Canada. Ils étaient à moins 12 ou 11 Exactement. Alors, il y a plein de pays maintenant qui ont mis en place ces quotas. Donc, moi, je prône toujours pour les quotas. Maintenant, je suis quand même ouverte à voir ce que va donner cette nouvelle politique. C'est clair que ça va prendre à peu près 10 ans avant de voir un changement, parce que les conseils d'administration ne changent pas si rapidement que ça. Et de plus en plus, je pense qu'il y a plein de conseils maintenant qui veulent faire un remplacement sur 2 avec une femme. Donc, tu as quand même des entreprises comme les grandes banques sont à plus de 40 de femmes à la haute direction, moins au niveau des conseils d'administration, mais à la haute direction. Donc, tu as un changement de culture aujourd'hui où les chefs d'entreprise se voient confrontés à cette réalité d'inclure les femmes. Et moi, c'est pour ça que j'avais écrit le livre, c'est pour faire la démonstration que l'économie du Québec serait mieux s'il y avait plus de femmes à des postes décisionnels. L'économie de tous les pays serait augmentée avec une croissance économique accrue s'il y avait plus de femmes parce qu'on se prive de talent. C'est pas sorcier. On se prive de talent. Et avec la rareté de talent qu'on connaît aujourd'hui, voilà, exactement. Ça amplifie la difficulté. Mais Monique Jérôme Forger, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler. Merci pour ta générosité, merci pour ton temps et pour tes grandes idées. Merci Caroline et je te félicite pour le travail que tu fais. Merci infiniment. Merci.